Attention, 8 secondes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à vous de nous avoir rejoints si nombreux ce matin pour partager réflexions, questionnements autour de l'agriculture en Wallonie. Cette matinée Terre mécanique vous est proposée par Interenvironnement Wallonie, IEW, en abrégé, et aussi l'unité de recherche Citra pour la transition des systèmes alimentaires. 4 idées reçues seront questionnées ce matin. Je vous les livre déjà. L'agriculture wallonne nourrit-elle les Wallons? Les agriculteurs de notre région vivent-ils de la vente de leur production? Est-il possible de lier agriculture et crise climatique? Quel avenir pour l'agriculture familiale en Europe? Enfin, vous voyez, des questions qui suscitent forcément des réactions, des positionnements. Est-ce qu'on a raison de toujours penser ce qu'on pense? C'est de ça dont on va débattre avec nos intervenants ce matin. Ils seront 4. J'aurai l'occasion de vous laisser faire connaissance avec eux tout au long de la matinée. Je vous livre déjà leur nom. Il s'agit de Philippe Barret, qui est professeur et doyen à la faculté des bio-ingénieurs de l'Université catholique de Louvain. Et Philippe est en plateau avec nous. On vous retrouvera tout à l'heure, Philippe, mais déjà bonjour. Olivier Mével, qui est maître de conférence en sciences de gestion et consultant en stratégie des entreprises agroalimentaires. Ce n'est pas Olivier que vous voyez à l'écran pour l'instant. Olivier, il était avec nous, mais à distance, on le retrouvera tout à l'heure. La personne que vous venez de voir, c'est Conrad Schreiber, qui est agronome des sols vivants à la Vachereuse et qui a fait le trajet depuis la France pour être avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous, Conrad, d'avoir fait le déplacement. On vous retrouvera tout à l'heure. Et puis enfin, à distance de nouveau, mais bien présent, Marc Dufumier. Il est agronome et professeur honoraire à Agro Paris Tech. Merci à vous, Marc, d'être là. Voilà, on vous voit à l'écran et on vous retrouvera tout à l'heure. Pour vous souhaiter la bienvenue, avec nous en studio également Sylvie Meckers. Sylvie, bonjour. Vous êtes la directrice d'Interenvironnement Wallonie. C'est vous, en collaboration avec l'unité de recherche Citra que j'évoquais tout à l'heure, qui avez décidé de mettre ces 4 questions en débat. Je vous cède la parole pour que vous nous expliquiez les motivations qui sont les vôtres et la raison pour laquelle Interenvironnement Wallonie se positionne sur ces questions. Oui, bonjour Nathalie. Je suis effectivement très heureuse d'introduire ce séminaire et parce qu'effectivement c'est énormément d'heures de travail qui enfin atteignent un certain aboutissement. On est heureuse de quand même le faire de manière virtuelle. On aurait aimé le faire évidemment de manière présentielle, mais voilà. Je suis effectivement très satisfaite du résultat et très heureuse de pouvoir entamer ce débat. Le séminaire a eu un nom un peu racoleur, je dirais, mais c'est un nom qui pose quand même différentes questions. Que voulons-nous comme agriculture? Quand on parle de terre mécanique, quel mécanisme de production à travers toute la chaîne de production voulons-nous? Quel mécanisme de fixation des prix de l'alimentation voulons-nous au final? Et quelles obligations de productivité pour l'agriculture voulons-nous ou ne voulons-nous pas? Et donc c'est effectivement pour ça que nous avons décidé de parcourir ces différents mythes avec effectivement les intervenants de choix que vous avez déjà introduit, Nathalie, et donc avec la collaboration de Citra, et dont le professeur Barret en est le digne représentant aujourd'hui. Bien entendu, à la fin de l'exposé, la PAC sera abordée. La PAC qui peut être un levier de projet, un levier de progrès, mais aussi un frein pour certaines initiatives plus dynamiques. Et donc, on en parlera, et notamment suite au vote un peu catastrophique du Parlement européen. Donc, je te relaisse la parole. Oui, on vous retrouvera effectivement, Sylvie. Merci en fin de matinée pour les conclusions qui seront communes avec Philippe Barret. La ministre wallonne de l'Environnement, qui a le développement durable dans ses attributions, Céline Tellier, ne pouvait pas être avec nous ce matin. Vous le comprendrez aisément. Les agendas de nos représentants politiques sont chargés et extrêmement bousculés en ces temps de crise sanitaire. Toutefois, et on la remercie, elle a pris le temps de nous accorder une petite interview sous la forme d'une capsule vidéo carte postale qu'elle a déposée à votre attention ce matin. Je vous propose de la découvrir tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord,
Évidemment, désolée de ne pouvoir être là parmi vous aujourd'hui. La crise sanitaire nous oblige à fonctionner de façon virtuelle. Mais néanmoins, je me réjouis que vous puissiez continuer à traiter de thématiques aussi importantes que celles qui vous occupent aujourd'hui autour de l'agriculture et de l'alimentation durable en Wallonie. Je vais essayer de répondre à vos différentes questions sans avoir la possibilité d'interagir, mais j'espère vous amener quelques éléments de réponse. Il faut d'abord rappeler que la Wallonie s'est engagée dès 2014 dans la voie de la souveraineté alimentaire, qui inclut plusieurs éléments. Tout d'abord, le droit à une alimentation de qualité, le droit à des revenus décents où les prix agricoles doivent couvrir les coûts de production et permettre aux agriculteurs de vivre dignement. Et enfin, le droit d'accès aux moyens de production, qu'il s'agisse de la terre, de l'eau, des crédits, etc. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que nous sommes loin du compte. D'abord, le nombre de producteurs diminue. La pression foncière reste importante, le manque de rentabilité est toujours présent sur nos exploitations et les impacts environnementaux se font sans cesse davantage ressentir. Alors la crise du Covid-19 a quelque peu changé la donne. Elle nous a d'abord rendus plus attentifs aux interrelations qui existent entre notre santé, nos écosystèmes, nos chaînes d'approvisionnement, nos modes de consommation et nos limites planétaires. Elle a également mis en évidence la fragilité et le manque de résilience du système agroalimentaire mondialisé. Elle a également forcé le secteur alimentaire à se réorganiser en très peu de temps, avec un attrait pour le circuit court qui a été fortement perceptible. Malheureusement, l'élan s'est quelque peu essoufflé après le déconfinement. Mais nous verrons évidemment si cette tendance peut se poursuivre dans les prochains mois et les prochaines années. À l'heure actuelle, il faut donc soutenir notre système agricole en le faisant évoluer sans s'enfermer pour autant dans un système wallo-wallon. Certaines productions sont trop peu développées. Par exemple, la Wallonie produit aujourd'hui plus de 600% de son besoin en pommes de terre, alors qu'elle ne produit que 30% de son besoin en légumes, par exemple. Et dans de nombreux cas, nous ne maîtrisons plus non plus nos filières d'approvisionnement par manque d'outils de transformation. Nous devons donc faire des choix politiques qui soient clairs et cohérents en faveur d'une relocalisation de notre système alimentaire et d'une transition agroécologique afin de se tourner vers une alimentation durable en Wallonie. Nous sommes malheureusement aujourd'hui encore bien loin d'une agriculture rémunératrice. La part des subventions dans les revenus du travail varie fortement selon de nombreux critères en fonction d'une filière de production à l'autre ou encore d'une exploitation à l'autre. Néanmoins, sans ces subventions, force est de constater que l'agriculteur ne peut se rémunérer. Alors des discussions sur la PAC, et on sait à quel point ces discussions sont difficiles pour le moment pour avoir véritablement une PAC qui soit novatrice dans la biodiversité, sur les changements climatiques, etc. Il est évidemment indispensable qu'une part importante de son budget reste dédiée à l'environnement et à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique dans la ligne de mire des objectifs du Green Deal. Ces budgets doivent permettre de soutenir une transition durable de notre agriculture et donc aussi soutenir également une durabilité pour nos agriculteurs. Il est aujourd'hui essentiel que le secteur agricole développe une autre relation à notre environnement, à la nature et aux vivants. Cela, évidemment, a des impacts sur ces différents aspects, mais également sur la santé de nos agriculteurs. Notre agriculture de demain devra donc être moins utilisatrice, plus intégrée et désintensifiée. Ceci ira de pair avec une diminution des intrants, en valorisant également les services écosystémiques de la nature. Car n'oublions pas que la nature a beaucoup à nous apprendre ou à nous réapprendre. Les légumineuses, par exemple, peuvent remplacer les engrais. Les rotations et les cultures associées peuvent remplacer les herbicides. Les auxiliaires de culture permettent de se passer des néonicotinoïdes. Nous devons donc de soutenir les porteurs de changement et d'accompagner l'évolution des systèmes en soutenant notamment le bio, les filières plus autonomes, les coopératives, etc. L'agriculture familiale devrait être celle qui permet à une famille de se rémunérer sur la ferme. Vu l'évolution actuelle du secteur, la difficulté de reprise, l'accès au foncier qui reste compliqué, le manque de valorisation, l'agriculture familiale est aujourd'hui multiple. Mais elle doit être protégée. L'industrialisation de l'agriculture et la mise en concurrence sur les marchés internationaux ont fait disparaître 60% de nos fermes depuis 1980. La majorité de nos agricultrices et de nos agriculteurs sont aujourd'hui près de la pension. Il n'y a que 10 à 15% de reprises dans le secteur. Il faut donc soutenir une transition dans nos fermes vers des fermes à taille humaine et soutenir l'installation des jeunes en agriculture durable. Je vous souhaite de fructueux échanges et à tout bientôt. Voilà,
pour les réponses apportées par Céline Tellier, la ministre wallonne de l'Environnement, aux 4 questions qui fondent nos échanges de cette matinée. Et ces questions, on vous les a aussi posées à vous, qui vous baladiez sur le marché de Namur tout récemment. Regardez les réponses que vous nous avez apportées. Oui. Non. En fait, chez moi, j'ai un agriculteur qui fait de l'agriculture industrielle, je dirais. Et c'est géré par des Flamands, donc tout part, je dirais, en Flandre ou aux Pays-Bas. Donc ça ne vient pas nécessairement, je dirais, dans la région, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça, mais on voit, on a les produits belges, on n'a pas grand-chose. Mais regardez, artichaut, c'est pas belge. Il y a quoi? Persil, radis, salade de blé. C'est ça le produit belge. Ça italien, les raisins Pérou, aubergines Sicile, Espagne, Maroc. Il n'y a que des salades en Belgique. C'est peut-être 10%, je ne sais pas. J'aurais dit 20, moi, mais bon. Je dirais 45%. Allez, je vais dire la moitié. 50% quand même. 50-60% quand même. Je crois que ça doit être égal, mais moins qu'en Espagne ou les pays latinos, tout ça. Certainement pas plus, mais autant certainement. Peut-être un peu moins. En Belgique, pas vraiment trop de produits, quoi. Ah ben, je suis déçue. Voilà. Là, c'est une carte rouge, là. Oui. Ah, 2 fois plus. Ça, je savais pas, franchement. Dis donc, j'en savais rien du tout, mais c'est étonnant. Il faudrait absolument diminuer, et si pas arrêter complètement les pesticides. Mais je sais que les agriculteurs ne sont pas pour. Il faut de la production, et voilà, ce qui compte, c'est le rendement. À la limite, s'il empoisonne les gens, ils s'en fichent. Agriculture biologique, mais il faut mettre juste l'engrais, c'est tout. Et de l'eau. Moins de pesticides. C'est de ne pas utiliser des pesticides. Naturel, quoi. Évidemment, en revenir à une agriculture comme mes parents l'ont fait il y a 50-60 ans, sans pesticides. Chez moi, il n'y avait pas de pulvérisateur, comme je disais toujours. Voilà. Sûrement. Oui, ça c'est clair et net. Il y a des fermes en France qui sont revenus à ce genre de choses. Et les abeilles reviennent, les oiseaux, etc. Ça c'est très clair que la biodiversité revient complètement quand on en est sans pesticides. Ça c'est sûr. Je crois qu'on se dirigera. On ne sait pas non plus revenir dans un monde. On ira dans cette direction-là parce que. On ne sait pas non plus revenir dans quelque chose de totalement traditionnel. J'ai pas encore envie de courir après un mammouth, honnêtement. Agriculture familiale, qui on travaille en famille. Ouais, c'est ça que j'ai pensé. Je dis c'est une petite exploitation que j'ai connue puisque mes parents étaient agriculteurs. C'est 10-12 vaches, quelques cochons, je vais dire. J'allais dire de génération en génération, quoi, que ça soit repris et continué. C'est un lopin de terre qui reste des générations après des générations dans la même famille. C'était pas 10. Une vingtaine peut-être. 500, mais c'est tout à fait. 500. Je dirais 6.
Une ferme par jour. Oui, c'est énorme. C'est dommage, c'est triste. C'est triste que les familles ne peuvent pas continuer à garder leur ferme familiale. C'est triste, oui. Oui, mais alors, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et tout ça, c'est au profit des grandes entreprises, voilà. Voilà, retour en plateau et beaucoup de choses déjà qui passent dans ce micro-trottoir et qui peut-être vous feront réagir sur le chat. C'est Julie Van Damme qui est avec nous en plateau, qui dépouille pour vous ce matin le chat et les contributions que vous y laissez, que ce soit des questions ou des commentaires d'ailleurs. Si ce sont des questions et des questions qui s'adressent plus précisément à l'un de nos intervenants, n'hésitez pas d'ailleurs à le préciser, hein. Ça va aider Julie dans le dépouillement, dans le monitoring qu'elle va pouvoir faire des échanges qui vont défiler sur le chat ce matin. Si c'est un commentaire d'ordre plus général, on prend aussi. C'est l'interactivité avec vous qui nous intéresse, donc n'hésitez pas à réagir, que vous soyez d'accord, pas d'accord. On aime aussi le débat, ça alimentera les échanges et les réflexions avec nos différents intervenants. Voilà, de quoi rentrer maintenant dans le vif du sujet en abordant la première question qui fonde nos échanges de ce matin. L'agriculture wallonne nourrit-elle les Wallons ? Pour nous parler de cela, nous avons en plateau avec nous, je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs tout à l'heure, Philippe Barret. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà, Philippe Barret, vous êtes ingénieur agronome, docteur en génétique quantitative. Vous êtes professeur à l'UC Louvain, je le disais tout à l'heure, depuis 1997. Vous y avez enseigné l'analyse des systèmes, la génétique, l'agroécologie. Vous êtes aujourd'hui doyen de la faculté des bio-ingénieurs et vous encadrez, Sylvie Meckers en parlait tout à l'heure, cette fameuse équipe de recherche Citra pour la transition des systèmes alimentaires. À ce titre, vous êtes coordinateur et co-organisateur de la matinée. Citra, pour représenter un peu l'objectif de cette unité de recherche. Mais donc c'est une unité de recherche qui a vraiment comme objectif de réfléchir à la transition et de nourrir ce concept de transition par une approche universitaire. Une approche universitaire inclusive, c'est-à-dire qu'on veut travailler sur la diversité des agricultures qui existent aujourd'hui, partir de cet état des lieux, et puis essayer d'explorer des trajectoires. Pour nous, le gros enjeu, c'est que pour le moment, ces trajectoires sont souvent dans l'envie, dans l'intention, mais ne sont pas caractérisées. Et donc le travail qu'on essaye de faire, c'est de nourrir ces trajectoires par des données, par des interactions avec les acteurs, pour finalement arriver à se mettre d'accord sur le chemin qu'on doit prendre, et puis aussi travailler sur les modes de production, essayer de réfléchir, si on veut prendre ce chemin-là, mais comment le prendre, quelles sont les options possibles. Et un dernier point qui nous passionne depuis une dizaine d'années, c'est la question des verrouillages, parce qu'en fait, ces systèmes, souvent, ils ne changent pas et on ne comprend pas pourquoi. Et comprendre pourquoi les systèmes ne changent pas, ça permet de les faire changer. Et aller plus loin ensemble et tracer le chemin comme vous le disiez. Alors juste avant qu'on vous entende et qu'on entende vos réponses à cette question, l'agriculture wallonne nourrit-elle finalement les Wallons, je vous propose de découvrir la petite vidéo qui donne la parole aux agriculteurs, à nos agriculteurs sur ce sujet, et retour en plateau avec Philippe juste après. Donc ce qui est céréales, ça part chez un marchand d'aliments qui l'incorpore dans les aliments pour animaux. Ce qui est légumes et pommes de terre, ça part en partie sur le marché du frais et en partie sur le marché de la transformation ou de la congélation. Aujourd'hui, les proportions, c'est plus ou moins moitié-moitié. Marché du frais, marché de la transformation. Et sur le marché du frais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute une partie qu'on essaye de valoriser nous-mêmes en lavant les produits, en les commercialisant dans les magasins proches ou via un grossiste. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller justement chercher une part plus importante, même si initialement on l'avait imaginé, une part plus importante sur ces marchés-là, parce que la demande est déjà à saturation.
Sans doute que ce qui est commercialisé via l'usine de transformation, donc de surgélation, part certainement à l'international. Mais là, de nouveau, c'est le petit côté frustrant de ne pas savoir où ça part. Mais en attendant, c'est bien utile pour pouvoir valoriser une partie de nos productions. J'imagine que quand c'est marché du frais, ça ne sait pas partir trop loin. On reste quand même avec des légumes qui ont un certain délai de conservation. Mais je ne maîtrise pas de nouveau exactement où part la totalité de la production. La réalité fait que c'est impossible d'écouler toute notre production à la ferme parce qu'il faudrait un éventail de produits qui est beaucoup plus large pour pouvoir se le permettre. Il y a des personnes qui font des marchés sur Bruxelles et Liège qui vont faire les marchés à notre place. Et ensuite, il y a un grossiste qui va déposer et qui va livrer dans des magasins bio. Ensuite, il y a une partie qui part à la laiterie et là, je dois avouer qu'on n'a aucune maîtrise dessus. C'est la laiterie qui décide de ce qu'elle fait avec notre lait, quoi. Il faudrait définir un modèle agricole qui est performant et ensuite derrière une transformation et une distribution qui est éthique. C'est pas parce qu'on a choisi de produire en bio, c'est pas parce qu'on a choisi de choisir l'environnement que notre litre de lait va coûter beaucoup plus cher, c'est quelques cents en plus, mais sur le produit final ça représente rien du tout. Actuellement ce qui coûte cher dans un produit, c'est la transformation et la distribution, ou ce qui va avoir un impact très fort. Alors donc ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait une éthique à la production et qu'il y ait une éthique à la transformation et la distribution. Ça je pense que c'est l'avenir. Et nous, notre avenir à nous, c'est de faire des produits qui sont de niche et d'une qualité différente et très différenciée. Et là, je crois qu'en tant que producteur, on a une belle carte à jouer parce qu'on est capable de faire quelque chose que l'industrie ne saura jamais faire. J'aimerais bien qu'il y ait toute une série de critères qu'on définisse comme essentiels et qu'on définisse au niveau de la société un minimum en dessous duquel on ne descend pas. Et je pense que ça va permettre aux consommateurs d'aller vers les agriculteurs et les agriculteurs d'aller vers les réalités des consommateurs et que ces consommateurs, il ne faut pas oublier les transformateurs et les distributeurs qui sont entre, parce qu'on les oublie souvent mais ils ont un rôle important à jouer, il y a toutes les réalités sur la planète sur laquelle on se trouve, dans le pays dans lequel on se trouve, que toutes ces réalités environnementales on décide, écoutez les gars, il faut qu'on y arrive ensemble, mais ça on ne peut pas y déroger, on ne peut pas faire fi du réchauffement climatique, on ne peut pas faire fi de la biodiversité, et il faut trouver un équilibre, un modèle agricole qui fonctionne et qui avance. Voilà, pour ces paroles d'agriculteurs, vous retrouverez une vidéo similaire juste avant la prise de parole de chacun de nos intervenants de ce matin. Donc retour avec Philippe, voilà, qui va enfin répondre ou apporter en tout cas ses réponses à la question qui lui était posée, c'est-à-dire est-ce que l'agriculture wallonne aujourd'hui nourrit principalement les Wallons ? Voilà une très bonne question qu'on se pose souvent. Et donc, d'abord, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on se la pose. Et donc, pendant très longtemps, l'objectif de l'agriculture, c'était peut-être pas de nourrir les populations. Après la Seconde Guerre mondiale, oui. Et puis, il y a eu une phase un petit peu comme ça d'enthousiasme. Et on s'est dit, on va nourrir toute la planète, on va travailler à l'international, etc. Donc la ministre le rappelait, maintenant, il y a des enjeux de souveraineté alimentaire, on se pose des questions par rapport à ça, mais il faut être conscient que les politiques, qu'elles soient nationales, régionales ou européennes, n'ont pas encore totalement mis à leur agenda cette question de est-ce que l'agriculteur doit nourrir son territoire ou bien doit nourrir d'autres territoires. Et donc, c'est important de voir qu'on est dans ce cadre-là, parce qu'en fait, les constats que je vais faire sont parfois un peu décourageants, mais ils sont en partie liés à des choix de politique publique qui sont antérieurs au débat qu'on a aujourd'hui. Alors, globalement, la réponse est oui. En termes de superficie, aujourd'hui, la superficie agricole wallonne permettrait de nourrir la Wallonie et même de nourrir Bruxelles et même peut-être une partie de la Flandre. Donc oui, en termes de superficie, on peut nourrir la Wallonie et Bruxelles. On peut les nourrir soit en production conventionnelle, soit avec des systèmes plus durables, notamment en agriculture biologique, sachant qu'aller vers des systèmes plus durables, c'est d'office diminuer un petit peu les rendements, et les micro-trottoirs en parlaient, mais en fait, c'est pas grave. Et c'est logique que si on produit de façon plus naturelle, on réduise les rendements, mais même si on fait une hypothèse de passage avec des fortes proportions d'agriculture biologique, par exemple, on peut nourrir la Wallonie et Bruxelles. Mais la réponse est non, en fait. La réponse est non parce qu'en techniquement aujourd'hui, la Wallonie ne nourrit pas les Wallons,
Alors pourquoi? En fait, parce que on n'a pas des filières de transformation qui nous permettent de faire le lien entre ce qui est produit sur notre territoire et ce que nous consommons. Et donc le manque de filières fait que on n'a pas, par exemple en blé, et j'y reviendrai, on n'a pas les moyens de nous nourrir en blé local. Et l'autre problème, c'est des choix d'usage. Donc il faut se rendre compte, et les agriculteurs qu'on a interviewés en témoignaient, qu'il y a une déconnexion entre ce qu'eux font, ils produisent sur un territoire, et ce qu'on fait de leur production. Et donc cette déconnexion fait qu'aujourd'hui, certains choix d'usage font par exemple que seulement 9% des céréales produites en Wallonie vont dans la chaîne alimentaire directe, et l'essentiel des céréales produites vont être utilisées soit pour nourrir des animaux, soit pour produire de l'énergie, du bioéthanol. Et c'est un choix qui est fait. Alors ce choix, il est en partie déterminé par des marchés, il est en partie déterminé par des habitudes et par des constructions techniques, et il est en partie déterminé par des choix politiques, puisque l'agriculture étant subsidiée, les choix politiques ont une forte influence sur les comportements non seulement des agriculteurs, mais aussi des chaînes de transformation qui sont en aval de la production agricole. Donc c'est un point important, ce mot d'usage. Les produits agricoles ne vont pas naturellement aller vers l'usage le plus pertinent. Donc si on ne fait rien, les produits agricoles, ils vont vers un usage qui est déterminé par les facteurs que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est vraiment un élément, je pense, auquel on doit être extrêmement attentif. Et donc, je vous parlais du blé. Aujourd'hui, pour nourrir l'ensemble des Wallons, il faudra à peu près 150 000 hectares de blé, 140 000 à peu près. Bon, ça dépend aussi. Et on peut y revenir du type d'alimentation qu'on souhaite. Et aujourd'hui, on produit sur 200 000 hectares. Donc, on a largement de quoi nourrir les Wallons en blé. Mais le problème qu'on a, c'est que, parce qu'on n'a pas de chaîne de transformation, le blé alimentaire, la farine, nous l'importons de France. Et notre bon blé wallon, si je peux dire, nous l'utilisons pour nourrir des animaux et pour faire de l'énergie. Et donc, il y a vraiment des choses à reconstruire. C'est ça le message principal. Si on veut nourrir les Wallons, ça doit être un projet. Et donc, ça doit être un projet de société, de se dire, on reconstruit ça. Comment reconstruire ce projet? D'abord, se donner le temps. Reconstruire une filière qui soit une filière, par exemple, de transformation du blé, ça va prendre du temps. Après, répondre à certaines questions. Une des questions clés par rapport à ça, c'est par exemple, est-ce qu'il faut construire 2-3 grands moulins sur le territoire wallon qui vont permettre d'être très efficaces, de recopier peut-être un modèle français et de produire notre propre farine? Ou bien est-ce qu'il faut délocaliser à des niveaux beaucoup plus petits un réseau de tout petits moulins? La réponse à ça, à mon avis, elle est mixte. C'est-à-dire qu'il faut en fait une hybridation entre ces moulins et plus petits et des structures plus importantes, parce que les qualités demandées par le marché sont différentes, parce que les économies d'échelle sont différentes. Ça me permet d'aborder une autre question, la question de la viande, par exemple. Est-ce qu'on peut se nourrir en viande? La question des abattoirs est devenue critique. Et on sait qu'il y a eu des débats sur les abattoirs. C'est une question critique parce qu'en fait, on a de moins en moins d'abattoirs, il y a de plus en plus de concentration des acteurs dans ce domaine, et donc on perd en fait une capacité à reconstruire cette chaîne. Et pourquoi cette chaîne est importante? Elle est importante à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue cohérence pour l'agriculteur, parce que c'est quand même frustrant de voir des agriculteurs qui disent « je ne sais pas où se partent mes produits », donc on sent qu'il y a une frustration dans leur discours. Et puis c'est aussi important d'un point de vue nutritionnel, et donc c'est important aussi que on repense aussi la façon dont nous nous alimentons, et pour pouvoir le faire, il ne faut pas qu'on soit dépendant, par exemple, de logiques de publicité, de logiques de distribution qui vont finalement nous mettre dans une agriculture standardisée, dans un modèle mondial où le produit peut venir d'un peu n'importe quoi parce qu'il n'a plus aucune caractéristique. Donc ça, c'est important. Et dernière chose, il y a une interaction forte entre notre agriculture et notre environnement. Donc, le choix qu'on fait d'usage des produits, le choix qu'on fait du modèle agricole a des conséquences sur nos paysages et sur notre biodiversité. Donc ça, c'est pour ça que c'est important. Et donc, on parlait de l'exportation. Madame la ministre parlait de l'exportation de pommes de terre. Mais choisir d'exporter des pommes de terre, c'est choisir d'avoir moins de prairies, d'avoir plus de travail du sol pour finalement
un bénéfice qui revient à qui ? Et donc, voilà, la question principale, elle est là. C'est à qui revient le bénéfice ? Et alors, que faire ? Parce que c'est facile de faire des diagnostics, les professeurs d'université font ça très bien, ils font des diagnostics, ils ont des chiffres et tout. Mais il faut quand même réfléchir à ce qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? Mais je vous l'ai dit, c'est reconstruire des filières. Alors, en français, on parle de filières, c'est joli, hein, on voit le film qui se dessine entre le producteur et le consommateur. J'insiste aussi sur le fait que si le circuit court peut être intéressant, ce fil a aussi des vertus. Et donc, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs dans une filière, moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est normal qu'il y en ait qui soient spécialisés dans la transformation, dans la logistique, même dans la commercialisation. Ça a toujours fait partie. Depuis le Moyen-Âge, il y a des meuniers, et depuis le Moyen-Âge, ce n'est pas les agriculteurs qui produisent leur propre farine. Hein. Et donc, regardez Alphonse Daudet pour ceux qui se rappellent de leurs souvenirs d'enfance. Et donc, reconstruire des filières, mais il y a un autre mot pour dire filière qui vient plus du monde anglo-saxon, et Olivier va nous en parler, c'est le concept de chaîne de valeur. Alors, pourquoi on parle de chaîne de valeur ? Parce qu'au fil d'une filière, depuis le producteur jusqu'au consommateur, on donne de la valeur au produit, et on se redistribue de la valeur. Et là, la question, elle est de reconstruire ces chaînes de valeur, à la fois techniquement, je l'ai dit, et là, je rejoins Marc-André Hénin, qui est intervenu en amont de la discussion. Il faut reconstruire ces chaînes de valeur qui implicitement évoquent une valeur économique sur d'autres valeurs. Et donc, sur une valeur économique, c'est important que l'agriculteur et les agricultrices gagnent leur vie, mais aussi sur des valeurs nutritionnelles. Est-ce qu'on peut être transparent sur la valeur qui est réalisée dans la chaîne, sur une valeur environnementale, et puis finalement, si on a reconstruit ces chaînes de valeur, le long de cette chaîne, comment distribue-t-on équitablement la valeur qu'on a créée ? Et donc ça, c'est vraiment la question fondamentale aujourd'hui des agriculteurs de demain. Et en fait, les modèles techniques existent, la volonté politique existe, mais si on ne reconstruit pas ce fil, en fait, jamais ça ne se mettra en place. Et donc, je pense que c'est ça l'enjeu de demain. Et il faut le faire, non pas en opposition. Je suis parfois inquiet de l'opposition des différents modèles. Alors, il y a des modèles que je ne veux plus voir, hein, soyons clairs là-dessus, on peut y revenir. Mais il faut recréer des alliances. En fait, autour de cette valeur, il faut recréer des alliances pour finalement débattre de ça, pour se mettre en route ensemble et pas penser soit que c'est facile, soit que c'est impossible. C'est là le débat qui est bloqué, on y reviendra. Merci Philippe pour cette première prise de parole qui génère certainement des commentaires ou des questions de votre part sur le chat. N'hésitez pas à nous les partager. J'attire votre attention sur la nécessité d'adresser vos questions et vos commentaires de façon à ce qu'ils soient visibles de tous, des participants, mais aussi des conférenciers. Donc choisissez ce canal-là, visible par tous, conférenciers et participants. Ça permet aussi à Julie de pouvoir être sûre qu'elle récupère bien toutes vos contributions. Donc n'hésitez pas à réagir et merci déjà à Philippe pour cette première prise de parole. On vous réentendra tout à l'heure lors de l'échange et des questions. On passe à la deuxième question qui fondait notre matinée Terre mécanique d'aujourd'hui. Quel avenir pour l'agriculture familiale en Europe ? Et vous verrez que la réponse de Marc Dufumier est encore plus précise puisqu'il a recentré la question. Quel avenir pour l'agriculture familiale en Europe de l'Ouest. Marc Dufumier, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Marc, je vous invite à couper votre son. Pas votre micro, parce que si vous coupez votre micro, on ne va plus vous entendre, mais à couper votre retour de son, ce qui va nous permettre d'éviter que ça boucle et que ça soit désagréable pour tout le monde. Merci Marc. Je vous présente et puis je vous cède la parole. Donc vous êtes, il faut que vous coupiez votre son, Marc. J'ai du mal à savoir où... Voilà, ne coupez pas votre micro, mais coupez votre son. Voilà, je vous présente et puis je vous passe la parole. Vous êtes agronome et docteur en géographie. Vous avez été durant de nombreuses années, de 1977-77, comme on dit en France, à 2011, enseignant-chercheur à AgroParisTech, à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Vous y avez dirigé une chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à partir de 2002 et jusqu'à la fin de votre carrière académique. Vous avez
avez été à cette occasion impliqué dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation de nombreux projets et programmes de développement agricole en France, mais aussi à l'étranger, et notamment dans plusieurs pays en voie de développement, ce qui vous permet du coup d'avoir une belle vision de la situation et aussi vous donner des éléments pour répondre à la question qui vous est posée. Vous êtes aujourd'hui, en tant que professeur émérite, membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, président aussi de Commerce Équitable France. On sans doute, à la lecture de votre CV, vous plaidez pour une agriculture directement inspirée de l'agroécologie, et je sais que c'est sans doute là la colonne vertébrale de votre intervention qui constitue la réponse à la question que je rappelle: quelle avenir à vos yeux pour l'agriculture familiale en Europe? Voilà, Marc, vous nous entendez, j'espère, et la parole est à vous pour 10 minutes. Je vous en prie. Très bien. Quel avenir à l'agriculture européenne et l'avenir à l'agriculture familiale? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une agriculture familiale? Je définirais, ce sont des fermes, des exploitations agricoles qui sont gérées par des chefs de famille, femmes ou hommes. Ce sont des gens qui travaillent pour leur propre compte et qui essayent de mettre en place des systèmes de production capables de les rémunérer, de rémunérer correctement leur travail. Dans l'agriculture familiale, les enfants, avant de reprendre ou pas l'exploitation, s'interrogent sans arrêt: combien je gagnerais à poursuivre dans l'agriculture, combien je peux gagner éventuellement dans d'autres travaux hors de l'agriculture. C'est-à-dire que le choix des systèmes de production est fonction de la rémunération en relation avec le travail apporté. Ça ne veut pas dire forcément que les familles sont propriétaires des sols. Il peut y avoir des exploitations agricoles en fermage, mais souvent, en agriculture familiale, les gens sont un peu contraints d'investir donc, et de faire parfois même de très lourds investissements. Mais le critère de ce qu'on appellerait rentabilité, c'est le revenu de la force de travail familiale. Mais il existe d'autres formes d'agriculture en Europe, et plus particulièrement, je vous le dis tout de suite, en Europe de l'Est, parce que l'Europe de l'Ouest a une tradition, autrefois, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, d'agriculture familiale, et on verra souvent de polyculture élevage liée à cette agriculture familiale. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'Est, eh bien, il y avait des exploitations, c'était des kolkhozes, c'était des sovkhozes, et au moment de la chute, après la chute du mur de Berlin, eh bien, ces fermes ont été en fait privatisées, et on a là des formes d'agriculture qui nous sont parfois en Europe de l'Ouest très étrangères. C'est des fermes, des exploitations agricoles où le détenteur de l'exploitation ne travaille pas lui-même, ni lui, ni sa famille. Il n'investit que du capital argent. Même le gérant est un salarié et le détenteur de l'exploitation donc investit de l'argent avec une seule idée, rentable pour lui, c'est de comparer le taux de profit qu'il pourrait réaliser en plaçant son argent dans l'agriculture, avec le taux de profit qu'il pourrait réaliser dans le commerce, dans les casinos, dans l'immobilier et autres. Et c'est ce que j'appellerais donc une agriculture capitaliste, où évidemment ce n'est pas la rémunération du travail qui est recherchée, mais le taux de profit. Et je vais même vous dire, souvent, pour accroître ce taux de profit, eh bien, le plus rentable, du coup, c'est de faire, certes, un gros investissement, mais de le rentabiliser sur l'ensemble des surfaces, l'amortir l'investissement au plus vite, et ça nous amène vers une agriculture ultra spécialisée, un seul investissement, une monoculture, un mono-élevage, et c'est comme ça qu'on rentabilise le taux de profit. Et évidemment, il y a des formes d'exploitation agricole aujourd'hui qui sont un peu intermédiaires entre les deux. Il nous faut être honnête, ce qui prédominait en Europe de l'Ouest, et j'imagine bien en Bohemie aussi, c'était une agriculture familiale, avec des exploitations agricoles donc familiales, mais qui se sont progressivement agrandies, c'est-à-dire que les moins compétitifs sur le marché, et on parle du marché commun européen d'abord, et de plus en plus le marché mondial, les moins compétitives, ces exploitations ont disparu. Et ça a permis l'agrandissement des exploitations voisines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une évolution des exploitations agricoles qui étaient familiales vers des exploitations agricoles que je qualifierais volontiers de patronales. C'est-à-dire qu'effectivement, le détenteur de l'exploitation continue de travailler, il vit
de la rémunération de son propre travail et de celui de sa famille, mais il commence aussi à employer de plus en plus de salariés, ou alors même remplacer ces salariés par des machines. Et on voit quand même aussi, y compris en Europe de l'Ouest, une évolution des exploitations agricoles familiales vers une plus grande rentabilité des investissements monétaires. On veut amortir au plus vite le retraite, on veut amortir au plus vite la moissonneuse-batteuse, et du coup, on spécialise les systèmes de production, et c'est bien ça qui aujourd'hui nous coûte très cher. Car il est clair que cette agriculture capitaliste ou patronale, qui est capable effectivement de remplacer les gens qui travaillaient par des machines, au risque d'ailleurs de mettre des gens au chômage, il est clair que cette agriculture a été capable de produire au moindre coût monétaire. Mais on oublie trop souvent que la pomme de terre pas chère, le chips pas cher, il se traduit par l'emploi, ça a été dit tout à l'heure, par l'emploi accru de pesticides. Les labours tamisés pour planter la pomme de terre sont aussi destructeurs de l'humus des sols. Et cette spécialisation excessive de notre agriculture d'une façon générale, l'emploi des produits pesticides, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, se traduisent par d'autres coûts, des coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, c'est-à-dire que le produit que nous achetons pas cher dans un supermarché nous coûte très cher par des dégâts environnementaux, la baisse du taux d'humus des sols, l'effondrement des abeilles, la mortalité, la perte de biodiversité, les pollutions des eaux. Il faut que l'eau du robinet soit potable et du coup, ça nous coûte très cher d'en retirer la trazine, un désherbant qui était utilisé autrefois, mais qu'on retrouve encore dans les nappes phréatiques. Et donc voilà, le devenir de l'agriculture familiale en Europe, ça voudra effectivement, ça devrait aller de pair avec une agriculture moins spécialisée, moins coûteuse d'un point de vue sanitaire et environnemental, mais effectivement plus exigeante en travail. Une agriculture que je suis prêt à qualifier d'intensive, intensive en emploi, dans des pays où il y a excès de chômage. Est-ce si grave de vouloir promouvoir une agriculture intensive en emploi? Bien sûr que non, c'est au contraire salutaire pour l'intérêt général. Mais par contre, il faudra développer d'autres formes d'agriculture. Alors moi, je suis prêt à la qualifier d'intensive si on me dit que cette agriculture inspirée de l'agroécologie scientifique, vous savez, l'agroécologie, la discipline des agroécologues, qui essaie de nous rendre intelligible le fonctionnement de ces écosystèmes agricoles, qui ne sont plus totalement naturels, bien sûr, ils sont agricoles, qui ont été simplifiés et malheureusement fragilisés. On va devoir recomplexifier ces agroécosystèmes, pratiquer une agriculture beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus soignée, faire l'usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer notre énergie alimentaire. On appelle ça la photosynthèse, mais ça veut dire une couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible, un feuillage vert capable d'intercepter la lumière et de transformer ça en énergie alimentaire. Et cette énergie alimentaire, vous savez, le sucre, l'amidon, les lipides et ce genre de choses, c'est ce que nous appelons des hydrates de carbone. Mais les hydrates de carbone, où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors vous savez bien, il n'y a pas de pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère, au contraire, il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre. Si les agriculteurs peuvent en faire un usage intensif, la plante va intercepter le gaz carbonique, elle va relibérer l'oxygène, ça ne fait pas de mal à nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer le sucre, l'amidon, pourquoi pas de la paille, des racines, qui une fois décomposées, fabriqueront de l'humus et séquestreront du carbone dans les sols. Alors là, je vais vous dire, je suis pour l'agriculture intensive, faire l'usage intensif de la ressource renouvelable, le soleil, cette ressource pléthorique, le gaz carbonique, enrichir le sol en humus, séquestrer du carbone dans le sol, atténuer le réchauffement climatique. Et l'humus, ça contribue considérablement à la fertilité des sols, ça va nous être expliqué un peu plus tard. Mais il nous faut être clair, je suis pour cette forme d'agriculture intensive, mais il faut que les feuilles soient vertes. C'est-à-dire qu'il faut que les plantes soient correctement alimentées en eau pour continuer de transpirer. C'est par les petits trous par lesquels la plante transpire que le gaz carbonique rentre et que l'oxygène est libéré. Donc c'est l'alimentation en eau et c'est la gestion de l'eau pour laquelle il nous faut être très prudent. On sait avec le réchauffement climatique et le dérèglement climatique que cette eau gratuite, qui est l'eau de pluie, va être distribuée de façon de plus en plus chaotique dans l'espace et de plus en plus chaotique, aléatoire dans le temps. Mais il nous faut faire en sorte que cette eau ne s'infiltre pas, donc ne ruisselle pas, excusez-moi. Au contraire, qu'en totalité, elle s'infiltre. Pour empêcher le ruissellement, on va remettre des haies.
c'est la couverture végétale qui va empêcher le petit filet d'eau de prendre de la vitesse. Il faut que le sol soit poreux. Autrefois, moi, on m'enseignait le labour. Maintenant, on sait qu'un excès de labour et de travail du sol contribue à oxyder exagérément l'humus des sols et le carbone retourne à l'état des gaz carboniques, mais on sait rendre un sol poreux avec le recours au vers de terre, au colembole, au cloporte, à la biologie des sols qu'il nous faudra maintenir, à la condition évidemment de ne pas mettre les produits pesticides, mais on peut rendre un sol poreux en faisant contribuer la biologie des sols. Et l'eau qui va s'infiltrer, on veut qu'elle soit retenue à hauteur des racines, et ben c'est l'humus. C'est l'humus, c'est l'argile, mais on ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux restera un sol sableux, mais c'est l'humus qui permet d'accroître la capacité de rétention de la couche superficielle en eau pour la mettre à disposition des plantes. Donc on ne manque pas de solution. Il nous faut produire des protéines, et vous savez que les protéines c'est un composant azoté, c'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Troisième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pénurie annoncée d'azote dans l'air, 79% d'azote dans l'air, mais rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone qui fabrique une protéine, c'est coûteux en énergie. Et l'agriculture industrielle d'aujourd'hui emploie des engrais azotés de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, des sulfates d'ammonium, fabriqués avec de l'énergie fossile, du gaz naturel russe et norvégien pour l'essentiel en Europe de l'Ouest. Alors écoutez, c'est coûteux en énergie fossile. Il nous faut être très économe en engrais azotés de synthèse, d'autant plus que ce même engrais azoté de synthèse, son épandage est très émetteur de protoxyde d'azote, la principale contribution de l'agriculture d'Europe de l'Ouest au réchauffement climatique, c'est le protoxyde d'azote. Et bien, quand on épand les engrais azotés de synthèse, mais tous les agriculteurs connaissent l'alternative, des plantes, on les appelle les légumineuses, le trèfle, le sainfoin, la luzerne, le lotier, le lupin, la févrole, le pois chiche, la lentille, les haricots, les petits pois. Enfin, on ne manque pas en Europe de l'Ouest d'une façon générale et dans aucun pays du monde de toute façon de plantes de l'ordre des légumineuses et certains microbes les aident à intercepter l'azote de l'air et fabriquer les protéines. Et donc, ces plantes riches en protéines sans recours aux engrais azotés de synthèse, en plus, après récolte, laisse une fertilisation azotée dans le sol qui nous évite, évidemment, l'épandage d'engrais azotés de synthèse pour les cultures qui vont suivre dans les rotations. Je suis en train de vous dire que, alors les éléments minéraux pour terminer, effectivement, là, il y a une très grande crainte sur les phosphores. Les experts ne sont pas tous d'accord, mais ils annoncent quand même un risque de pénurie, en tout cas de coût d'exploration et d'exploitation des mines de phosphate qui va devenir hyper coûteux d'ici 3-4 décennies. Il ne nous faut donc pas gaspiller le phosphate, mais on le verra, c'est un peu comme pour l'excès d'azote. Si on pouvait remettre les animaux sur la paille, et si l'azote et le phosphate des urines pouvaient aller dans du fumier et remettre le fumier dans les sols et recontribuer, économie circulaire, à recycler tout ça dans les sols plutôt que d'aller dans les nappes phréatiques et fertiliser des algues vertes sur le littoral. Mais en tout cas, il nous faut trouver des éléments minéraux, dont le phosphore. On peut en trouver en sous-sol. La roche-mère est altérée, mais quand la roche-mère est altérée tous les jours en sous-sol, c'est pas accessible à une racine de blé, à une racine de pomme de terre. Mais ça peut être accessible à des racines d'arbres qui, avec leurs racines profondes, vont aller les chercher en profondeur, ça va remonter avec la sève, et puis ensuite, écoutez, ça va aller dans la feuille remonte va tomber à terre. Et oui, la culture sous parc arboré, le réembocagement, agroforesterie, on dit dans certains pays, ça a du sens. Les arbres peuvent être fertilisants. Et de plus, si ce sont des légumineuses, ça peut fertiliser en azote. Et puis, on peut être aidé parce que nous appelons aujourd'hui des champignons très utiles, des champignons mycorhiziens, qui s'incrusent dans la racine de l'arbre ou de la plante annuelle, qui développent un mycélium, vous savez, cette espèce de moisi extrêmement fin. Et ces champignons qui s'alimentent évidemment de l'énergie des hydrates de carbone photosynthétisés par la plante, mais développent un mycélium tellement fin, capable d'aller chercher les éléments minéraux dans les feuillets d'argile, dans les argiles, entre les feuillets de l'argile ou en sous-sol. Et du coup, effectivement, avec l'aide des arbres et des champignons mycorhiziens, on peut aller chercher des éléments minéraux jusque très profonds et dans l'extrémité. Bref, il n'y a pas de raison d'avoir peur sur le fait que la Wallonie ne pourrait pas se nourrir. Et il va de soi que toutes les régions d'Europe de l'Ouest pourraient se nourrir sans pénurie, évidemment, d'énergie, sans pénurie de carbone, sans pénurie d'azote, sans même pénurie d'éléments minéraux. Mais cette agriculture, elle est extrêmement savante. Et si vous voulez sauver des champignons mycorhiziens, encore faut-il que vous ne mettez pas de fongicide quand la plante est atteinte par un milieu
une plante, un champignon pathogène. Donc effectivement, notre agriculture va devoir ne plus utiliser les pesticides. C'est une plus grande diversification des assolements dans l'espace, une plus grande diversification des rotations dans le temps. Ce n'est pas évidemment la monoculture de la pomme de terre, au belge la pomme de terre, au blé le blé, aux Français le blé ou la vigne. Non, non, c'est une agriculture beaucoup plus diversifiée. Voilà, une agriculture familiale, des gens qui travaillent pour leur propre compte, soucieux d'échelonner les temps de travaux dans l'année, ce sont aussi ces exploitations agricoles familiales qui ont le plus intérêt à diversifier. Par contre, évidemment, c'est plus intensif en emploi, c'est plus intensif en travail, il faudra rémunérer correctement ce travail, et ça c'est effectivement le débat sur la politique agricole commune. Est-ce qu'on va, plutôt que de subventionner les agriculteurs en proportion de la surface de leur exploitation, est-ce qu'on va rémunérer correctement le travail en rémunérant les services environnementaux, séquestration de carbone, légumineuses dans les rotations, infrastructures écologiques pour héberger des abeilles et des insectes auxiliaires? Effectivement, il nous faut changer de politique agricole commune. Voilà, merci bien. Merci infiniment à vous, Marc Dufumier, pour cette réponse à la question qui vous était posée, à savoir, y a-t-il un avenir pour l'agriculture familiale en Europe et de manière sous-jacente en Wallonie? Retour en Wallonie d'ailleurs, on retrouve nos deux agriculteurs, vous vous souvenez, hein, ils ont déjà pris la parole tout à l'heure pour donner leur propre réponse à la question qui était posée à Philippe Barret. Ils ont aussi une petite idée sur voilà, le pari à faire sur la survie de l'agriculture familiale en Europe. On les écoute tout de suite. Qu'est-ce qu'une agriculture industrielle? On voit que la taille moyenne des exploitations en Belgique, c'est quelques dizaines d'hectares. On va dans les pays de l'Est, c'est quelques centaines d'hectares. On va au Canada, c'est quelques milliers d'hectares. Et au Brésil, c'est des dizaines de milliers d'hectares. Je pense effectivement que chaque ferme aujourd'hui est une entreprise. La différence par rapport aux entreprises classiques, c'est que c'est l'agriculteur lui-même qui doit un peu revêtir tous les rôles. L'agriculteur, il est à la fois le CEO, le directeur financier, le directeur des ressources humaines, mais il doit aussi être hyper à la pointe techniquement, que ce soit dans les champs au niveau agronomique ou au niveau de la mécanisation pour l'utilisation du matériel. Il doit être hyper à la pointe au niveau administratif aussi. Donc oui, à mes yeux, c'est une véritable entreprise. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Familial, ça peut être le gars qui est tout seul sur 1 hectare en permaculture ou même avec deux autres personnes de sa famille, ou le gars qui est tout seul avec sa femme sur 1000 hectares en grande culture, où on fait de la monoculture sur... Enfin, on peut tout mettre dans l'agriculture familiale. Donc encore une fois, on a idéalisé ce terme-là alors qu'il n'a aucune pertinence en termes de durabilité. C'est une grosse entreprise, l'agriculture, il y a énormément d'intervenants et il faut que tout ce petit monde-là se coordonnent bien entre eux. Si on reste dans l'image idéale de la ferme familiale, ben on va louper la transition en agriculture, quoi. Vous êtes nombreux à réagir sur le chat au sujet des deux questions qui viennent d'être débroussaillées et par nos intervenants en plateau et à distance et aussi par le biais de la voix de nos deux agriculteurs fil rouge qu'on retrouvera encore en seconde partie de webinaire. Continuez à réagir. Julie suit tout ça avec beaucoup d'attention et reviendra vers nous tout à l'heure. Je lui donnerai la parole dans quelques minutes. Philippe Barret qui est avec nous en plateau ce matin pour lancer ce temps d'échange et de débat. Je vous ai vu très attentif pendant l'intervention de Marc Dufumier. Quelles sont les idées clés que vous retenez de son intervention? Elles font forcément écho à votre propre parcours professionnel. Est-ce qu'il y a des points d'accord, de désaccord, des nuances à apporter? Voilà. Comment vous vous situez par rapport à ça? D'abord, je reconnais l'expérience de Marc Dufumier qui travaille depuis longtemps dans ce monde agricole et il a été de ceux qui ont suivi ce parcours de l'agroécologie et là on se rejoint tout à fait. Donc l'agroécologie, c'est une option importante pour les systèmes agricoles. Mais ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est cette question de système. Et donc l'agroécologie, c'est pas seulement vertueux au niveau technique, mais c'est le développement aussi de systèmes avec des dimensions économiques et sociales qui soient en cohérence avec les principes que Marc Dufumier a développés au niveau technique. Et
Donc là-dessus, on se rejoint totalement. Où je suis moins peut-être d'accord avec lui, et surtout où je me pose des questions, c'est la question principale, c'est si c'est si beau, enfin quand on l'écoute, on est fasciné, quoi. Donc si ça fait pas sens de faire autrement. Donc pourquoi est-ce que les agriculteurs d'aujourd'hui continuent à pas appliquer ce modèle? Donc ça, c'est une question que je me pose vraiment en profondeur. Et puis, mais on pourra peut-être y revenir plus tard. Je ne suis pas d'accord avec lui sur le lien qu'il fait entre patronat et capitalisme. Mais essayons d'abord de comprendre pourquoi les agriculteurs d'aujourd'hui n'adhèrent pas massivement à ce modèle qui a toutes les qualités que Marc Dufumier a décrit. Eh bien, on va lui poser la question. Hein. Vous êtes avec nous, Marc? Vous nous entendez? Non. Alors, il est clair que, quand je dis capitaliste, c'est l'exploitation à la brésilienne. Et le vrai problème, il est qu'en Europe de l'Ouest, il y a des exploitations agricoles plutôt familiales ou patronales, mais dans l'Europe de l'Est, prédominent ces agricultures capitalistes capables de produire à des prix extrêmement bas. Et il faut savoir que chez nous, un blé à 90 quintaux ne peut pas être évidemment compétitif avec un blé à 35 ou 40 quintaux en Roumanie. Il en est de même pour de la poudre de lait aujourd'hui sur le marché mondial. Il n'est pas possible dans des exploitations agricoles familiales de petite taille d'être compétitif avec la Nouvelle-Zélande pour exporter de la poudre de lait vers la Chine. Donc sur ce marché mondial, il nous faut être très clair, l'agriculture familiale est en péril, les productions à bas prix et à grande échelle ne sont plus rentables. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'agriculture aujourd'hui est très largement subventionnée. Alors à la raison de pourquoi les gens ne font pas, c'est parce qu'effectivement la politique agricole commune a subventionné, n'a pas rémunéré le travail, mais a subventionné proportionnellement aux surfaces. Et ça, c'est un encouragement à l'agrandissement des exploitations et donc effectivement une évolution au nom des économies d'échelle. C'est-à-dire tout ça est un raisonnement microéconomique juste. Les agriculteurs qui ont spécialisé leur système de production pour amortir au plus vite leur travail ont fait un raisonnement microéconomique juste, mais qui, du point de vue de l'intérêt général, il est effectivement extrêmement néfaste. Oui, la spécialisation selon les avantages comparatifs aujourd'hui nous coûte très cher, mais c'était bien des raisonnements microéconomiques justes. C'est bien ça le dommage. Et donc, il nous faut réformer. Et donc, vous avez parlé initialement de ce vote au Parlement européen. Effectivement, on ne s'oriente pas pour la nouvelle politique agricole commune, et je le regrette très fortement, vers une rémunération des agriculteurs pour leurs services d'intérêt général, les services environnementaux. Et par contre, on joue toujours la spécialisation sur les avantages comparatifs et le choix des économies d'échelle. C'est quand même un peu dommage. Merci Marc pour cette première réponse. Même interpellation pour vous, on continue à jouer le jeu. Vous avez aussi forcément écouté l'intervention qu'a réalisée en plateau Philippe Barret. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans sa prise de parole? Comment vous vous situez de votre côté? Si vous aviez dû répondre à cette question, est-ce que vous auriez employé les mêmes arguments? On a perdu Marc. Juste le temps de. Allez-y, Marc. Oui, alors, votre question plus précise, excusez-moi, j'ai été un peu perturbé. Ça peut se comprendre. Ma question était en fait vers vous la même que j'ai posée à Philippe, à savoir mais quel est le regard que vous portez sur l'exposé que Philippe a réalisé. Vous vous souvenez, la question qui lui était posée, c'est l'agriculture wallonne nourrit-elle les Wallons? Alors je sais que vous êtes français, mais sur la question de l'économie locale, est-ce que vous entendez les arguments de Philippe? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, non, mais nous sommes en fait parfaitement d'accord. La question, c'est celle de la spécialisation sur les avantages comparatifs, à savoir que chacune des régions en concurrence sur un marché mondial a eu tendance à se spécialiser vers une ou quelques productions, et donc produit en excédent ce pourquoi il y a eu de lourds investissements et se retrouve très largement déficitaire pour les productions pour lesquelles il y avait moins d'avantages compétitifs. Donc là, je partage complètement cette analyse. La question maintenant de revenir à une agriculture plus diversifiée,
plus centré sur des marchés locaux. Je partage aussi un peu le point de vue. Je pense que ce sera beaucoup plus facile, pour être honnête, sur les fruits, légumes et ce genre de production, les produits pondéreux et périssables. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il nous faut surtout d'abord rejouer sur des circuits courts. Et évidemment, peut-être que pour le blé, c'est moins urgent, j'allais dire, et que le risque de dépendance aussi est plutôt moindre. Mais voilà, par contre, j'essaierai d'éviter l'emploi de « il y aurait des agricultures en circuit court sur des marchés de niche ». Moi, je pense qu'il nous faudra réformer l'ensemble de notre agriculture. C'est bien toute notre agriculture qui va devoir s'inspirer aujourd'hui d'une agroécologie, des principes d'une agroécologie scientifique. Mais non, je partage très globalement ce qu'a dit Philippe, bien sûr. Merci Marc pour cette réponse. On va basculer du côté de Julie, si vous le voulez bien. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure, un peu plus de 10 minutes, ça dépend si on voit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, pour discuter de vos questions, réflexions arrivées via le chat. Alors messieurs, que ça soit Marc qui nous regarde à distance ou Philippe en plateau, les questions seront courtes, les réponses devront l'être aussi, ce qui nous permettra d'en prendre en compte un maximum. Julie, quelle est la tendance sur le chat ? Ça va effectivement être difficile de contenter tout le monde dans le délai qui nous reste, parce qu'on a vraiment des contributions très intéressantes. Donc je vais commencer par la première personne qui a interpellé nos intervenants et qui est Nicolas de Donker. Une question justement qui articule nos deux intervenants, et qui commence par une interpellation à Philippe Barret et qui lui demande pourquoi produire mieux, c'est forcément produire moins, quand on compare notamment avec les rendements actuels de l'agriculture biologique. Il mentionne que dans le plaidoyer de Marc Dufumier pour l'intensification agroécologique, quand on compare les rendements des systèmes industriels aux systèmes agroécologiques qui associent différentes cultures, on peut avoir éventuellement des rendements équivalents. Donc, il dit que ce serait peut-être aussi intéressant d'avoir la réaction de Marc. Est-ce que ça va toujours de soi, cette baisse de rendement, quand on change la manière de faire ? Alors, on peut discuter sur les chiffres. L'enjeu, c'est d'accepter que le rendement ne soit plus l'indicateur. Et donc, essayer de combattre le modèle actuel en utilisant le même indicateur que celui qui l'a fait gagner, à mon avis, c'est une erreur. Et donc, vouloir convaincre que l'agriculture biologique, qu'une agriculture agroécologique pourra avoir les mêmes niveaux de rendement, d'abord, c'est pas sûr techniquement, et il y a quand même des éléments qui montrent qu'en moyenne, ce n'est pas le cas. Il y a des études qui le montrent. Mais surtout, le risque est de se battre sur le terrain sur lequel, pour le moment, le modèle industriel est peut-être, au moins en termes d'image, le plus performant. Donc il faut changer de lunettes, c'est ça ? Il faut changer de lunettes. Et donc, effectivement, comme Marc Dufumier le disait, ce qui est important, c'est de voir que ce rendement a un coût. Et donc le coût de ce rendement en termes environnementaux, en termes humains, en termes même de résilience par rapport aux trajectoires futures, est tellement grand qu'il faut laisser tomber cet indicateur. Il faut construire des nouveaux indicateurs. C'est aussi ce que Marc-André Hénin disait. Il faut construire ces indicateurs sur un système multicritère. Et la politique agricole commune, elle subsidie le rendement. Elle assume aussi, au niveau de l'Europe, on doit aussi assumer des coûts en termes de santé, des coûts en termes d'environnement, d'épuration des eaux, etc. Et donc, il faut intégrer les coûts dans le débat. Ainsi que toutes les externalités positives du changement de modèle. Tout à fait, ainsi que toutes les externalités positives. Et comme elles sont externalisées, elles ne sont pas mesurées, elles ne sont pas intégrées. Et ce faisant, on a le mauvais débat. Pourtant, vous dites qu'il faut le faire. En tout cas, il faut sortir de l'entonnoir de l'indicateur ultime qui est aujourd'hui celui du rendement. Merci Philippe. Une autre question ou un commentaire via le chat. Une question d'échelle cette fois que nous pose Annick Samin de la FRW. En fait, Annick accompagne des communes dans leur développement rural et souvent la question qui se pose, c'est que peut-on faire à notre échelle ? Quel objectif atteindre et quels accords passer avec les communes alentours, les provinces ? Produits locaux, c'est jusqu'à quelle distance ? Donc, quels objectifs en fait se fixer à quel échelon ? Et elle nous donne un exemple. Est-ce que c'est l'autonomie maraîchère à l'échelon communal ou les céréales à un échelon régional ? Elle n'a pas précisé l'interlocuteur à qui elle adressait sa question, mais je pense que... Alors, on va peut-être écouter Marc, pour faire un peu d'alternance. Marc, vous êtes avec nous ? J'ai plutôt tendance d'abord à dire que je suis d'accord avec Philippe. Déjà, en termes monétaires,
c'est la valeur ajoutée à l'hectare qui importe et non pas le rendement à l'hectare. Il faut soustraire notre agriculture productive, ne voulons pas être très destructive. On a détruit les engrais, les pesticides, les produits phytosanitaires, les carburants, le tracteur est usé. Donc c'est déjà la valeur ajoutée à l'hectare qui importe, et donc dire améliorer un rendement, c'est pas forcément l'accroître. Ça peut être le diminuer, exactement, mais en diminuant encore davantage les coûts. Et puis, évidemment, il y a les aménités positives qui mériteraient d'être rémunérées, les externalités négatives qu'il nous faudrait prendre en compte dans le calcul. Alors après, pour les circuits courts, à quelle distance et autres, moi je pense qu'il faut vraiment différencier ce que je disais tout à l'heure un peu, les produits pondéreux et périssables. Il y a urgence de rétablir des circuits plus courts et de retrouver des autonomies alimentaires locales. Parce que notamment pour la qualité des produits, on sait par exemple qu'une tomate qui reste 3 semaines à l'étalage et qui a été transportée et chalutée dans des camions a perdu beaucoup de ses vitamines et de ses antioxydants. C'est-à-dire que pour des raisons strictement sanitaires, avoir une alimentation à la fois bonne sur le plan gustatif et surtout saine en question, eh bien, c'est de jouer les circuits courts. Et pour certains produits, je dirais déjà standards, retrouver une plus grande autonomie locale, ça a un sens, mais je pense que c'est déjà un problème un peu secondaire par rapport aux produits pondéreux et périssables. Merci Marc. On continue avec Julie. Alors ici, je voudrais vous partager plutôt une série de questions autour des sols. Donc la première nous est posée par Olivier Baudry. Donc la question de la conservation des sols pourrait-elle être intégrée en tant que capital producteur ? À vos idées, ce concept pourrait-il être intégré d'une manière ou d'une autre aux conditions économiques de production, par exemple via les systèmes de conditionnalité dans la PAC ou toute autre idée pertinente ? Cette intégration serait-elle, à vos avis, de nature à améliorer la durabilité des agro-systèmes ? Elle ne changera toutefois pas la rentabilité via le prix de vente qui, lui, est dicté par le consommateur. Voilà. Presque vous demandez, Philippe, une réponse plus courte que l'énoncé de la question. Beaucoup de questions. Ce qui va être un challenge, mais voilà. Non. Je vois bien l'idée d'Olivier, mais je ne suis pas convaincu. Donc je ne pense pas qu'il faut mettre en avant un modèle comme celui de la conservation des sols, qui n'est d'ailleurs pas totalement encore stabilisé, puisqu'il est encore dépendant, dans beaucoup de cas, de l'usage de pesticides. Mais ce qu'il faut, c'est dans l'autre sens, en utilisant des nouveaux critères, automatiquement, les modèles vont s'aligner sur les critères. Donc je pense que plutôt que de dire « j'ai la solution », il faut plutôt dire « voilà ce qu'on attend » et alors les solutions vont devoir se positionner par rapport à ces attentes. Et ça évite alors le débat sur paysan capitaliste, ça évite le débat sur local ou pas local. Et donc pour répondre à Annick, pour moi la première chose à faire, c'est d'abord comprendre comment la commune se nourrit, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, transparence. Et puis la deuxième chose, c'est se fixer des critères. Se dire, voilà, c'est vers ça qu'on veut aller dans notre commune, c'est ça qui est prioritaire pour nous, et automatiquement, les systèmes doivent s'aligner après. Bien sûr, il y a un travail de reconstruction à faire, mais il n'est pas impossible. Ultime question. Une question courte et une réponse ultra courte. Pour Marc, du coup, autour de la PAC, le taux d'humus en Wallonie a atteint un niveau extrêmement bas. Il serait urgent de relier les aides PAC du premier et du deuxième pilier à l'amélioration du taux d'humus. Et je relaye vite, c'est une contribution de M. de Master ou Madame. La taxe ou mettre en valeur une valeur objective du carbone ne pourrait-elle pas amener une réponse assez globale à tous ces défis ? Alors, question pour vous, Marc Dufumier, si vous êtes avec nous et que vous l'avez bien entendu. Je suis avec vous, oui. Alors, pour être honnête, je crois qu'il faut élargir le concept de fertilité, pas seulement au sol, mais à l'ensemble de l'agroécosystème. Effectivement, le taux d'humus dans les sols, ça devient dramatique dans certaines régions, et en particulier donc les labours tamisés pour faire de la pomme de terre. Ça, on connaît les effets extrêmement négatifs. Mais n'oublions pas que la surmortalité des abeilles, la disparition de certains insectes auxiliaires peut être gravissime pour la fertilité. Moi, je suis pour qu'une politique agricole commune et soit orienté non pas sur des subventions des gens qui mériteraient de l'aide, mais une rémunération, et par contre un système de bonus-malus. Imaginez par exemple qu'on mette un malus sur les engrais azotés de synthèse. Les gens vont tout de suite remettre des légumineuses, et avec les légumineuses, le sol sera fertilisé en azote. Et donc je serais pour qu'on paye les services environnementaux, les aménités positives, par voie contractuelle, et que l'on taxe effectivement tout ce qui est présente des externalités négatives. Par contre, je serais très réservé à mettre des valeurs à l'humus et de commencer à privatiser, je dirais, le bien commun
la fertilité des sols et la fertilité de nos écosystèmes. Non, on doit payer des services environnementaux, c'est par voie contractuelle, c'est une décision politique, ça se négocie avec les agriculteurs et on rémunère les services environnementaux et on taxe effectivement ce qui est porteur d'externalités négatives. Ce serait plutôt ça ma proposition. Merci Marc pour cette contribution tout en nuances. Voilà qui conclut la première partie de notre matinée Terre Mécanique. On va faire une petite pause qui sera bienvenue pour tout le monde. N'hésitez pas à aller vous chercher un café ou un petit quelque chose à grignoter. On est de retour d'ici 5 minutes pour entendre nos 2 prochains intervenants et conclure juste un peu avant midi avec Sylvie Meckers, la directrice d'Inter-Environnement Wallonie, et aussi Philippe Barré au nom de Citra, cette unité de recherche de transition des systèmes alimentaires hébergée au sein de l'Université catholique de Louvain. À tout à l'heure.